في أحسن الأحوال، وأود الإشارة إلى أن مداخلتي ستكون باللغة الفرنسية، وأعدكم زميلاتي زملائي على أنني سأقدم لكم مداخلة باللغة العربية والتي تتعلق بالجريمة الإلكترونية وهي في طور الإعداد. Et avant de commencer, je tiens à remercier Monsieur le bâtonnier, Madame et Messieurs les membres de l'ordre de m'avoir donné le plaisir de présenter cette vidéoconférence. C'est une occasion m'en est aussi donnée par la situation inattendue dans laquelle nous jette le coronavirus. Pour le sujet, j'ai choisi le sujet de l'arbitrage électronique parce que cette pandémie de Covid-19 a pu apporter une réponse à une question que je me posais tout au long de la rédaction de ma thèse de doctorat, portant bien évidemment sur l'arbitrage électronique, et la question simple de savoir pourquoi les personnes physico-morales seront-elles obligées un jour de recourir à un processus d'arbitrage complètement électronisé sans avoir besoin de se déplacer. Eh ben, le Covid-19 a apporté une réponse. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous poser la simple question de savoir si la technologie influence-t-elle votre vie. La réponse sera certainement positive. L'usage de la technologie peut entraîner un bouleversement, une évolution pour certains, une révolution pour d'autres, voire même une remise en cause du monde autour de nous. On peut poser la même question pour ce qui est du monde de l'arbitrage. Les technologies influencent-elles ce mode de résolution des conflits? La réponse à cette question était justement l'une des raisons pour lesquelles nous avons choisi de traiter ce sujet. La question qui se pose maintenant, c'est pourquoi l'arbitrage électronique? Plusieurs raisons justifient le choix du sujet. Premièrement, ce sujet est d'intérêt capital et d'évidente actualité. On ne peut pas nier l'évolution continue de l'arbitrage, une évolution qui constitue une incontestable sur laquelle les auteurs s'accordent depuis longtemps. C'est un domaine très sensiblement influencé par les évolutions touchant son entourage, surtout en matière internationale. Deuxièmement, l'arbitrage n'a fait jusque-là l'objet de beaucoup d'écrits. Ce manque de publication n'est bien sûr pas étonnant du moment que c'est un sujet récent et un sujet d'actualité. Et ce qui fait l'actualité, c'est l'union. C'est l'union entre arbitrage et électronique. C'est cette union qui fait l'actualité. Réunir deux territoires juridiques intrinsèquement innovants, l'un imprégné de la virtualité, l'autre fondé sur la liberté et la volonté individuelle des parties, constitue en lui-même une grande actualité. Il est bien sûr en raison du développement considérable du domaine électronique et en raison du recours à l'arbitrage qui peut être très avantageux. Ces avantages tiennent notamment au choix des arbitres, à la simplification de la procédure, à la rapidité, à l'efficacité et à la discrétion. Troisième point, parmi les raisons pour lesquelles nous avons choisi de présenter ce sujet aujourd'hui est le besoin évident. Certains litiges ont besoin de l'arbitrage électronique pour qu'ils soient résolus. Prenons à titre d'exemple les litiges du commerce électronique, le développement du commerce électronique donne lieu à une nouvelle génération des litiges et dans cet environnement électronique, les différents cybernétiques ont plus que tout autre la capacité de mettre en scène les acteurs de pays distincts. Ce propos marque la nature internationale du litige. Les litiges du monde électronique sont aussi marqués par leurs faibles enjeux. Et ici, nous allons donner l'exemple des litiges de cyberconsommation. Alors, bien que les consommateurs peuvent, et ces litiges bien évidemment, sont caractérisés d'abord par leur internationalité et ensuite par le faible enjeu de ces litiges de consommation. Bien que les consommateurs peuvent acquérir des biens de grande valeur par voie électronique, tels que les logements, les voitures, la quasi-totalité des transactions effectuées en ligne portent sur des objets de valeur faible. Le petit litige, micro-litige, les litiges à montant limité, à enjeu modéré ou encore litiges à faible enjeu correspond, comme leur nom l'indique, à un litige dont le montant est de petites sommes. Ils sont généralement répandus en matière de droit de travail et de droit de consommation. En d'autres mots, il s'agit des litiges d'une valeur pécuniaire relativement faible et d'une complexité juridique limitée. Or, la faiblesse du montant du litige n'influence en aucun cas son importance. De ce fait, la notion de petitesse
dépend principalement des parties et des circonstances. Pour une importante entreprise multinationale, un petit litige peut correspondre à toute demande ayant pour un objet un montant inférieur à quelques millions de dollars. Pour une petite entreprise, pour la première fois sur le marché international, la même demande peut représenter une partie importante de son activité. Mais pour le consommateur, ce montant constitue un montant important eu égard à la nature de l'objet, du contrat conclu sur le net et sa valeur. Les particularités des litiges de la consommation entraînent des effets sur l'accessibilité à l'arbitrage et aux tribunaux. Dans ce sens, le faible enjeu des litiges en matière de consommation constitue un grand obstacle pour l'accès aux juridictions étatiques. De même pour les juridictions arbitrales classiques, pour la simple raison que le coût de l'accès à la justice arbitrale traditionnelle ou étatique dépasseront manifestement l'enjeu du litige. C'est en raison du faible enjeu des litiges de la consommation qu'on assiste aujourd'hui à un avènement de résolution de ces litiges par voie des online dispute resolution et plus particulièrement par voie d'arbitrage électronique. Passons maintenant à l'internationalité du litige. Nous assistons actuellement à une internationalisation croissante des litiges liés au commerce électronique. Ce phénomène dérive principalement du développement de la mondialisation des échanges commerciaux. Mais pour ce qui est du commerce électronique, on se pose la question de savoir pourquoi les litiges en matière de cyberconsommation s'internationalisent. Notre hypothèse est basée fondamentalement sur le fait de considérer que si l'environnement technique est international, ça veut dire le cyberespace, toutes ses composantes le sont. Dans le cadre de nos recherches sur l'arbitrage électronique, nous avons évoqué la question de l'internationalité de l'environnement technique ou du cyberespace et son impact sur toutes ses composantes. En suivant cette hypothèse, le litige né sur l'environnement technique est international per se, ça veut dire par soi-même. En revanche, nous pouvons développer ici quelques facteurs purement économiques qui ne représentent aucune contradiction avec notre démarche. De prime abord, il convient de souligner que les relations entre professionnels et consommateurs ne sont pas nécessairement enfermées dans les frontières d'un seul pays. Il arrive qu'un consommateur résidant dans un pays ait affaire à un professionnel établi dans un autre pays. Effectivement, l'hypothèse devient de plus en plus fréquente avec l'usage croissant par les consommateurs de l'Internet de le monde entier. Ces personnes recourent de plus en plus à l'achat des biens et des services sur le net en raison du faible coût des transactions, la facilité d'acquisition, la rapidité voire l'immédiateté de livraison, la multiplicité des choix dans un seul et unique endroit et la possibilité de comparer en un seul clic entre les différents cybercommerçants pour choisir le plus avantageux. En effet, l'affaiblissement spectaculaire des coûts de transaction dans les contrats internationaux, entraînant l'abaissement du seuil économique à partir duquel un contrat international est conclu. Trouver un fournisseur moins cher à l'étranger est une affaire de minutes. Comparer les offres de plusieurs vendeurs dans plusieurs pays, celles de quelques clics de souris, les consommateurs informés et avertis profitent des avantages de la technologie, mais les non avertis en profitent aussi. La différence entre les premiers et les seconds, c'est que ces derniers se trouvent ainsi inévitablement, involontairement partis à un contrat international, duquel proviendra un litige aussi international. Peuvent-ils recourir à l'arbitrage électronique pour le résoudre? Donc ici, j'essaie de vous donner un exemple de conflit électroniques pouvant faire objet de l'arbitrage électronique. Arrivons maintenant à la problématique. Comment les différends peuvent-ils être résolus par un arbitrage complètement électronisé en toute conformité aux exigences de l'environnement technique et à celles de l'environnement juridique? Et nous allons voir par la suite qu'est-ce que nous voulons dire par environnement technique, environnement juridique et aussi qu'est-ce que nous voulons dire par arbitrage électronique. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de diviser notre présentation à une partie portant sur les notions et les fondements et à une autre partie expliquant le processus de l'électronisation de l'arbitrage. Arrivons maintenant à qu'est-ce que c'est que l'arbitrage électronique. D'abord, il convient de souligner qu'il y a une absence de définition légale.
à l'instar de l'arbitrage dit hors ligne ou traditionnel ou encore classique, l'arbitrage électronique ne fait pas l'objet d'une définition légale. Cependant, il est défini par la doctrine comme étant un arbitrage utilisant des moyens de communication électronique dont se servent les intéressés. Pour commencer, un autre auteur le définit comme le résultat de la combinaison de l'arbitrage classique en plus de nouvelles technologies de communication. Il est également défini comme un arbitrage dans lequel un tiers communique pas avec les parties par des moyens de communication électronique en vue de remplir la mission juridictionnelle qu'il a reçue des parties pour trancher leurs différends. Cependant, cette dernière définition nous semble incomplète parce qu'il limite l'usage des moyens de communication électronique à un usage bilatéral entre les parties et l'arbitre. Or, les outils électroniques sont généralement utilisés par tout intervenant au processus de l'arbitrage et non seulement par les parties et l'arbitre. Un éminent auteur considère l'arbitrage électronique comme un processus au cours duquel deux parties présentent à un tiers, l'arbitre, leur vision respective du conflit. L'arbitre qui détient son pouvoir du consentement des parties entendra les prétentions des parties conformément aux règles du cybertribunal et rendra après délibération une décision contraignante pour pour celle-ci, la décision rendue est finale et sans appel. Pour définir l'arbitrage électronique, il faut le décortiquer en deux parties. D'abord, il y a l'arbitrage au sens classique du terme qui désigne une méthode alternative de résolution des différends entre deux ou plusieurs personnes. Elles choisissent un arbitre qui tranche le litige en rendant une sentence définitive. Ensuite, le deuxième volet ou la deuxième partie, c'est électronique, qui veut dire ici l'usage des nouvelles technologies dans la procédure d'arbitrage ou dans le processus d'arbitrage de manière générale. Ce qui nous conduit à définir l'arbitrage électronique comme un mode pacifique de règlement d'un litige électronique ou classique entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales dont tout le processus du règlement des litiges se réalise par voie électronique. Ici, nous allons aussi parler de l'efficacité de l'arbitrage électronique. S'agissant de la conformité aux exigences du monde électronique pour être efficace, l'arbitrage doit se développer en même temps et dans le même sens que le monde qu'il vise, ça veut dire le monde électronique. Dans l'environnement technique ou le cyberespace, toutes les étapes du processus, ça veut dire rencontre, échange d'informations, négociation, signature, etc., se déroulent en ligne. Les mécanismes utilisés pour trancher les litiges résultant de ce type d'interaction devraient alors répondre aux réalités de cet environnement. L'arbitrage électronique peut en effet s'intégrer directement au niveau de la place de marché électronique. Il permet non seulement de résoudre les cyberconflits à la source, mais aussi de rassurer les parties et de favoriser la création d'un climat de confiance convenable à la conclusion de transactions électroniques. Dès lors, lorsqu'un cyberconflit survient, les acteurs du marché électronique ne devraient pas être obligés de quitter l'autoroute de l'information pour continuer le voyage sur une route de campagne. Maintenant, nous allons parler de l'arbitrage électronique et les composantes et pourquoi nous parlons aujourd'hui ici d'un environnement juridique et d'un environnement technique. Le lien entre arbitrage et électronique est établi à l'occasion de l'usage des nouvelles technologies dans le processus de l'arbitrage. En effet, l'arbitrage électronique réunit deux environnements distincts, c'est-à-dire l'environnement technique et l'environnement juridique. Un environnement, de manière générale, est un ensemble de conditions naturelles et culturelles susceptibles d'agir sur les organismes vivants et les activités humaines. En informatique, il désigne une configuration matérielle et logicielle propre à un type d'ordinateur. Dans le cadre de cette étude, le vocable environnement sert à délimiter l'ensemble d'éléments, surtout techniques et juridiques, qui entourent l'arbitrage électronique et dont certains contribuent directement à subvenir à ces besoins. En d'autres termes, l'environnement technique permet d'électroniser l'arbitrage grâce à l'usage des techniques de communication, plus particulièrement Internet, et contribue ainsi à faciliter, à simplifier le processus et consacre les matériaux et logiciels.
L'environnement juridique permet, quant à lui, de respecter les éléments faisant de l'arbitrage électronique un arbitrage au sens exact du terme. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'environnement technique? Un environnement technique, ou bien selon notre vision, s'insère dans une notion purement virtuelle de l'environnement technique. Il s'agit d'un espace numérique, d'un environnement qui ne relève pas du logique territorial, il est informe, toujours là, quel que soit l'endroit où l'on se situe. De l'autre côté, l'environnement juridique, le concept de l'environnement juridique retenu dans le cadre de notre étude revêtira deux acceptions. La première concerne le modèle classique du droit, constitué par des règles et des normes étatiques appartenant à un système juridique. La seconde acception mobilise le concept du pluralisme juridique ayant toujours cherché à identifier des espaces juridiques hybrides. C'est tout simplement en raison de l'avènement du pluralisme normatif caractérisant l'époque moderne. L'environnement juridique constitue le retour à la matérialité et à l'espace physique. Il s'insère pour l'essentiel dans une perspective portant généralement sur le droit applicable à l'Internet, pour l'Internet et dans le cyberespace et plus particulièrement dans celle qui concerne l'environnement technique de l'arbitrage électronique. Il s'agit donc d'une logique permettant d'identifier les exigences de l'environnement juridique que l'on recherche à appliquer à l'arbitrage électronique tout en gardant la cohérence avec les exigences de l'environnement technique. Ces dernières qui impactent d'une manière ou d'une autre la conception de l'environnement juridique, elles remettent en cause son contenu, ses acteurs, etc., sans toutefois nier les effets subis par l'environnement technique à la suite de l'interaction entre les deux environnements. Le législateur, par exemple, est ainsi décrit comme trop lent, trop peu expert, trop national pour encadrer une réalité aussi mouvante, technique et globale que le cyberespace. Quoi qu'il en soit, il est opportun de comparer la production traditionnelle du droit avec sa nouvelle production. L'auteur habituellement connu de la production traditionnelle du droit est l'État, et la présentation la plus lapidaire du droit résume que là où il y a l'État, il y a du droit, mais pour qu'il y ait du droit, il faut qu'il y ait de l'État. Or, la normalisation d'un nouvel environnement technique nécessite l'intervention de nouveaux acteurs de la production du droit. Des acteurs hétérogènes, également appelés les producteurs de technologie. Ils sont des auteurs sans statut constitutionnel ayant pour rôle la régulation technique du cyberespace. Ce rôle peut être joué par toute personne participant au contrôle de l'accès à l'Internet. L'analyse des nouveaux acteurs de la production du droit glisse inévitablement vers la notion du pluralisme juridique conçu comme l'enchevêtrement inévitable des systèmes normatifs. Ce pluralisme a le mérite incontestable de mettre en évidence que le droit étatique n'a pas le monopole de la régulation sociale. Dans cet ordre d'idées, l'État en tant qu'acteur principal de production du droit placé au sommet de la hiérarchie du système juridique sera remise en cause, ainsi que tous les mécanismes de l'application du droit, en raison de l'inexistence d'un lieu de contrôle de l'environnement technique, tout simplement parce que l'État n'est plus apte à répondre aux spécificités de cet environnement. Surtout s'il maintient les anciennes règles de production du droit. Le besoin de l'accélération du temps du droit conduit nécessairement à une célérité de ce dernier. La célérité, c'est important, c'est un point très important ici à souligner que la célérité du droit est aujourd'hui une nécessité, sous peine de perdre toute raison d'être. L'accélération du temps juridique entraîne un règne soudain de l'éphémère et de l'immédiat. Maintenant à la question de savoir comment électroniser l'arbitrage ou comment passer à un arbitrage complètement électronisé.
Alors, l'électronisation de l'arbitrage passe d'abord par une dématérialisation des étapes du processus de l'arbitrage et une internationalisation de ces étapes. Il n'y a pas longtemps, les acteurs et les intervenants au processus de l'arbitrage classique se sont emparés de l'essor de l'Internet, qui nous permet de faire une avancée dans l'environnement virtuel et dématérialisé, et ce, dans le but de créer un arbitrage dématérialisé. Ceci nous amène à se pencher sur la dématérialisation affectant tout le processus de l'arbitrage, d'abord à travers la mise en œuvre de la numérisation des documents et des échanges, de la convention d'arbitrage, ensuite la dématérialisation s'étend à la procédure et à la sentence arbitrale. À l'heure actuelle, la question n'est plus celle de savoir quel est le processus de dématérialisation, il demeure désormais une réalité à ne pas nier. Or, il est de droit de s'inquiéter des conséquences d'une telle dématérialisation et les problématiques que peuvent rencontrer les intervenants au processus de l'arbitrage électronique. Se pose également la question de déterminer la manière selon laquelle le processus de l'arbitrage pourra satisfaire et se conformer aux exigences légales et techniques. Le processus de la dématérialisation de l'arbitrage passe par deux types de dématérialisation. D'abord, nous appelons la première la dématérialisation de la phase contractuelle et ensuite nous appelons la seconde une dématérialisation de la phase procédurale. Nous commençons par la dématérialisation de la phase contractuelle. Alors, cette dématérialisation commence d'abord par une dématérialisation de la convention d'arbitrage, en étant le point de départ de chaque processus d'arbitrage, que ce soit traditionnel ou électronique. Le cadre juridique classique de l'arbitrage traditionnel repose sur un système contractuel et conventionnel. La dématérialisation de la convention laisse le juriste confronté à des problématiques de validité et de preuve de la dite convention. Ainsi, qui dit convention dit bien évidemment un nom générique donné au sein des actes juridiques à tout accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes. Nous soulignons dans cette définition trois expressions, à savoir acte juridique, échange et accord. Acte juridique, échange et accord. La convention constitue un accord entre au moins deux personnes. En revanche, l'accord, pour le concrétiser, il faut d'abord le négocier via un échange entre les parties, ensuite l'extérioriser via un support. Or, peut-on parler d'une forme dématérialisée de ces trois expressions? Si oui, nous aurons un acte juridique dématérialisé, un échange dématérialisé et un accord dématérialisé. Suivant ainsi cette hypothèse, qui paraît avoir occupé une grande place dans la doctrine contemporaine, qui s'intéresse bien évidemment à la dématérialisation de tout ce qui nous entoure, le postulat étant que la dématérialisation des trois éléments est possible et faisable, elle entraîne plusieurs conséquences et problématiques juridiques. Les enjeux de la dématérialisation de la convention de l'arbitrage sont de solenniser le consentement, de prouver l'acte juridique et de réussir un échange dématérialisé. Passons maintenant à la dématérialisation de l'acte juridique. La convention d'arbitrage est un acte juridique conventionnel, se réalisant par un échange des consentements afin de trouver une issue pour résoudre les éventuels litiges futurs. Le régime juridique de la convention d'arbitrage change d'un pays à l'autre. Il en découle ainsi l'absence des conditions internationalement requises pour l'établissement d'une convention d'arbitrage électronique. Déjà, toutes les lois internes et internationales ont pour objet de réglementer l'arbitrage classique sous réserve de quelques modifications et adaptations à l'environnement électronique de manière générale. L'une des principales problématiques de la dématérialisation de la convention d'arbitrage est celle de la forme selon laquelle la convention doit être établie, notamment du support écrit, que ce soit pour la convention ou pour la sentence arbitrale. La dématérialisation de la phase contractuelle met l'accent sur la confrontation entre l'écrit classique et l'écrit électronique.
sa notion et sa nature dans le cas où le régime juridique prévoit l'écrit comme condition de validité de la convention. Réellement, la dématérialisation favorise une remise en cause de la position dominante de l'écrit sur support papier, fondement des régimes de la preuve et des autres règles encadrant les transactions. Se pose également la problématique de l'identification des co-contractants qui doivent s'identifier entre autres en apposant leur signature. La signature permet de perfectionner le formalisme nécessaire pour la validité de l'acte ainsi que pour confirmer une manifestation saine du consentement de la partie. La querelle porte bien évidemment sur la validité de la forme électronique de la signature et sa généralisation de manière internationale afin d'avoir vers la fin un régime international universellement reconnu. Ensuite, une attention particulière est accordée à la dématérialisation des échanges. Et ici, chacun sait qu'il est traditionnellement reconnu que pour rédiger une convention, les parties se rencontrent face à face et négocient face à face, et ce dans le but d'arriver à une formule communément admise leur permettant soit d'insérer une clause compromissoire dans un contrat, soit de rédiger un compromis après la survenance d'un différend. Or, comment peut-on négocier une convention cyberarbitrale face à l'absence physique des parties? Comment peuvent-elles s'échanger les différents documents? En effet, chaque partie est placée devant sa machine et échange électroniquement avec l'autre. L'analyse de la dématérialisation des échanges lors de la négociation et de la rédaction de la convention nous conduit à l'étude de plusieurs problématiques. Bien que certains auteurs défendent la thèse selon laquelle la dématérialisation des échanges n'est que le simple résultat de la disparition du support matériel qui n'impacte en rien sur la réalité du contenu et le régime juridique qui devrait lui être appliqué, en revanche, nous avons déjà démontré l'irréalité de cet avis. D'abord parce que le contenu du régime juridique d'un concept traditionnel ne peut plus s'appliquer à ce même concept sous la forme dématérialisée. Ensuite, pour Il est le 16 manque heures. du régime juridique, pour le manque, ensuite, pour le manque du régime juridique que nous vivons actuellement, pour l'application de la dématérialisation à plusieurs notions et pratiques juridiques. Dans ce sens, à l'occasion de la dématérialisation du processus de l'arbitrage, nous soulignons l'une des plus importantes qui a attiré l'attention de beaucoup d'auteurs avant nous, c'est celle de la compatibilité des textes législatifs régissant l'arbitrage traditionnel avec l'arbitrage dématérialisé. Passons maintenant à la dématérialisation de l'accord. L'accord des volontés liant les parties découle de l'échange des consentements lors de la création d'un acte juridique, traduit dans le cas d'espèce par la convention d'arbitrage. Les modalités de dématérialisation de cette dernière posent des problématiques d'existence et de preuve du consentement des parties. Le risque s'amplifie à l'égard des consommateurs. Si c'est le cas, il est probable que la validité du consentement à la convention d'arbitrage sera évaluée de façon beaucoup plus stricte, à plus forte raison si celle-ci est réalisée à titre de référence. La problématique posée par l'usage des moyens de dématérialisation au niveau de l'expression du consentement s'articule autour de la possibilité d'exprimer le consentement des parties pour se mettre d'accord sur la possibilité de résoudre leur litige via l'arbitrage, d'une part, et de la reconnaissance du consentement dématérialisé par les législations internes et les textes internationaux, d'autre part. La convention d'arbitrage électronique est conclue à distance, avant ou après la survenance du litige. À travers un moyen électronique de communication, l'un des litigants exprime son offre et l'autre son acceptation d'utiliser l'arbitrage comme mode de résolution de leur litige. Reste aussi à vérifier la validité de la dite convention, la dématérialisation de la phase procédurale. La phase procédurale est divisée en deux parties. D'abord, la phase procédurale proprement dite, ensuite la phase marquant la fin de la procédure arbitrale, qui est bien évidemment la sentence arbitrale. La procédure d'arbitrage se déroule traditionnellement devant un arbitre.
en présence physique des parties et de leurs représentants, c'est-à-dire des procédures dans lesquelles la présence physique ou le contact entre les parties ou leur avocat peut, à certaines étapes ou dans certains cas, se révéler nécessaire et dans laquelle les conventions d'arbitrage, la soumission des parties et les sentences arbitrales doivent être essentiellement établies par écrit. Or, la dématérialisation de la procédure arbitrale fait de cette dernière une procédure virtuelle. Le départ de la procédure est marqué par la demande de l'arbitrage, qui suppose bien évidemment l'exemplaire de la convention d'arbitrage. La dématérialisation de la procédure pose plusieurs problématiques pratiques, depuis l'introduction de l'instance arbitrale, en passant par la notification des parties, l'échange des documents entre les différents intervenants, arrivant à la tenue des audiences pour finir avec la sentence arbitrale. La dématérialisation de la sentence arbitrale se concrétise avant tout par son électronisation, qui fait que cette dernière est rendue sous forme électronique. En effet, chacun sait que la sentence passe par des étapes, commençant par son énoncé, sa rédaction, sa forme, passant par sa notification pour arriver enfin à sa reconnaissance et puis à son exécution de l'arbitrage passe aussi par son internationalisation, ça veut dire l'internationalisation de tout le processus de l'arbitrage, à savoir la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral et la sentence arbitrale. Mais ici se pose la question de savoir si on parle de l'internationalité ou de l'internationalisation. L'internationalité est le résultat d'un ou des critères prévus par la législation étatique afin de respecter la frontière entre un arbitrage interne et un arbitrage international. L'internationalisation, quant à elle, dépend du déroulement de l'arbitrage sur l'espace technique virtuel, ce dernier qui confère son caractère international au processus de l'arbitrage. Le résultat est le même. Nous sommes en présence d'un arbitrage international. Or, l'arbitrage international reconnu en raison des critères traditionnels de l'internationalité peut avoir des points de contact avec plus d'un pays, ce qui crée un conflit de loi et implique en principe une recherche de la loi applicable. Le rattachement effectué, l'arbitrage sera rationalisé. Il reste ainsi plus ou moins rattaché à l'ordre juridique étatique. Cela est d'ailleurs également vrai pour les arbitres eux-mêmes qui, malgré l'absence d'une véritable lexphorie, ne sauraient toutefois se détacher totalement des lois étatiques en vigueur. Il est par contre impossible de rattacher l'arbitrage électronique international à un ordre juridique donné. Il est donc normal que les critères traditionnellement reconnus pour qualifier l'arbitrage international ne soient pas applicables à l'arbitrage électronique. Ceci dit, la logique de l'autonomie ne sera que fortifiée grâce d'abord au déclin de la réglementation issue de l'impossibilité d'imaginer la réglementation dans l'espace électronique, ensuite grâce à la nature internationale de l'arbitrage électronique qui est bien évidemment international par définition. Ça veut dire, et ici c'est très important de savoir que l'arbitrage électronique est un arbitrage commercial international per se. Ça veut dire il est international par soi-même. Un auteur observe de manière tout à fait pertinente que le contrat virtuel est un contrat international per se. Ainsi, il considère que si l'on veut bien accepter l'idée que tout contrat conclu dans l'Internet est conclu dans un espace international, la problématique de la distinction des contrats internes et internationaux tombe d'elle-même. Tous ces contrats sont internationaux per se. Il en va ainsi, même si l'on n'adhère pas à l'idée d'un Internet espace international. Un raisonnement par analogie nous permet de déduire que la convention d'arbitrage électronique est une convention internationale per se. Bien mieux, l'arbitrage électronique est aussi international par soi-même. L'idée d'une convention cyberarbitrale internationale per se se justifie d'abord par son appartenance à l'environnement technique international par nature, ensuite sur la base des réflexions qui considèrent que le contrat virtuel est un contrat international per se en raison de sa conclusion sur Internet. Cette règle est applicable à la convention aussi d'arbitrage. Déjà, une convention est une partie composante du contrat, objet du litige entre les parties. Ce contrat pourra bien évidemment être conclu via Internet. C'est le cas que nous visions ici, étant donné qu'entendant par convention écrite une clause compromissoire insérée
dans un contrat ou un compromis signé par les parties, puis se pose la question sur l'utilité de distinguer une convention d'arbitrage interne d'une convention internationale. Le droit communautaire ne prévoit aucune distinction entre les deux formes de convention. Le meilleur exemple que nous pourrons donner à ce niveau est celui d'un vendeur et d'un acheteur français et d'un site enregistré sous un nom de domaine français. Mais le contrat pourrait toujours être international si le serveur sur lequel se trouve le site est localisé à l'étranger. L'hypothèse n'est pas à l'école, car le client français du service Lexis, qui souhaite disposer de la jurisprudence de la Cour de cassation française, obtiendra des informations transmises depuis les États-Unis, puisque la conservation des données est effectuée dans un système central situé physiquement dans l'Ohio. Si on transpose l'exemple du contrat virtuel à l'arbitrage électronique, on constatera que l'arbitrage est toujours international si le serveur sur lequel se trouve le site est localisé à l'étranger. Donc, la détermination du régime interne ou international de l'arbitrage dépend de la localisation du serveur. La question qui se pose à ce niveau c'est comment peut-on procéder à la localisation du serveur? La localisation matérielle du serveur est techniquement impossible, d'où l'importance de l'internationalisation de la convention de l'arbitrage électronique. Cela nous permet d'avoir un système unitaire qui contribue à la libération des règles impératives du droit international, étant donné que l'internationalisation est conçue en droit public comme la soumission au droit international public d'un contrat d'État destiné à soustraire celui-ci de l'ordre juridique interne de cet État. Cette définition appliquée dans un ordre privé nous laisse comprendre que l'internationalisation est la soumission au droit international privé d'un contrat destiné à soustraire celui-ci de l'ordre juridique interne. En outre, si l'on adhère au concept de la loi de police, les dispositions contraires à la loi choisie seront de toute manière mises à l'écart par la norme de police. De même, il est concevable que la loi élue puisse être entièrement évincée au moyen de l'ordre public au sens du droit international privé. Mais on se pose ici la question de savoir pourquoi doit-on limiter l'arbitrage électronique à l'arbitrage international. La loi type de la SNUTSI caractérise d'international tout arbitrage où les parties à une convention d'arbitrage ont, au moment de la conclusion de la dite convention, leur établissement dans des États différents. À cela s'ajoute un autre critère pour conférer le caractère international à l'arbitrage. Il s'agit bien évidemment soit du lieu de l'arbitrage, s'il est stipulé dans la convention d'arbitrage ou déterminé en vertu de cette convention, soit tout lieu où doit être exécuté une partie substantielle des obligations issues de la relation commerciale ou le lieu avec lequel l'objet du différend a le lien le plus étroit. On ne peut considérer ces critères car ils font appel au droit applicable au fond du litige. Or, l'arbitrage est international non pas en raison ni du droit applicable au fond du litige, ni de la nationalité des parties du litige, même la Convention de New York pour être applicable, n'exige pas que les litigants soient de différentes nations. Le critère qui pourrait être retenu est plutôt lié à la nature du litige. Ainsi, lorsque celui-ci est afférent au commerce international, la procédure d'arbitrage applicable sera bien évidemment internationale. Pour l'arbitrage électronique, l'approche moniste sera plutôt recommandée. Elle se justifie en raison du caractère international de ce dernier. On n'a même pas besoin de traiter l'arbitrage interne car il est simplement exclu de l'arbitrage électronique. Une autre raison accepte la nécessité du choix d'un régime moniste de l'arbitrage électronique. En réalité, il est lié au libéralisme caractérisant l'environnement technique du cyberespace et l'arbitrage international. Ce dernier n'ayant pas besoin de règles mais seulement de liberté. D'ailleurs, les États ont souvent tendance à libéraliser l'arbitrage international plutôt que l'arbitrage interne. En outre, la liberté de l'arbitre international est grande. L'exercice de son rôle n'a pas soulevé, notamment quant à l'application d'office de la loi étrangère, des discussions comparables à celles qu'a suscité l'office du juge étatique. Cela ne veut pas dire que le régime de l'arbitrage interne sera totalement exclu. Non, au contraire,
certaines règles ou au moins certains principes doivent bien être communs. En outre, rien n'empêche les parties à choisir leur loi, même interne, si ces derniers s'adaptent avec les spécificités de l'environnement numérique dans lequel s'articulera l'arbitrage électronique, du moment que ce dernier est basé principalement sur la volonté des parties. Partant de ces développements justifiant le bien fondé de cette intervention, une codification spéciale de l'arbitrage électronique adoptant l'approche moniste reste à notre avis un objectif optatif. Consoeurs, mes chers confrères, pour conclure, on en déduit que les interactions entre l'environnement juridique et l'environnement technique ne suffisent pas à elles seules. Il faut en outre une coopération et une collaboration selon laquelle les deux environnements réagissent conjointement pour une activité réalisée dans le cyberespace en vue de parvenir à un résultat commun souhaité. À cela s'ajoute l'obligation pour chaque environnement de se conformer aux exigences de l'autre. Cela se réalise à travers le développement des compétences dans chaque environnement pour que l'interaction entraîne un progrès. En définitive, il y a lieu de constater que l'idée était de voir une influence réciproque entre la technologie et le droit, en plus d'une influence exercée par ce dernier sur cette première. Or, nous avons démontré ou nous avons vu à travers ces réflexions une influence à sens unique, qu'il soit au service de la technologie ou que cette dernière soit à son service. Le droit est fortement influencé, voire déformé. Cela se justifie par la remise en cause de sa conception et de sa production aussi. Nous sommes convaincus que le processus d'arbitrage est un processus à double appartenance. Et pour le développement de l'arbitrage électronique, cela nécessite une forte collaboration entre les deux environnements juridiques et techniques, et aussi le développement de l'arbitrage électronique a consacré l'apparition de nouveaux droits fondamentaux. Le droit n'exclut pas le nouveau, c'est tout le contraire. Le droit accommode le nouveau et s'y accommode. Nous avons constaté aussi l'importance de la contractualisation dans l'arbitrage électronique. Le droit français de l'arbitrage est un cadre juridique favorable au développement de l'arbitrage électronique. Et pour finir, j'aime bien vous dire que une électronisation complète de l'arbitrage est techniquement et juridiquement possible. L'arbitrage est aussi l'avenir. Le mieux est l'ennemi du bien dans l'utilisation de ces technologies et il faut se méfier de trop vouloir bien faire. Or, le mieux, comme le croient certaines personnes, ce n'est pas de délaisser l'usage du numérique. En effet, il convient d'accepter les technologies, le numérique, l'informatisation et l'électronisation avec leurs avantages et leurs inconvénients. C'est dire simplement que les bienfaits de la technologie permettent d'améliorer la pratique de l'arbitrage, ce qui est bien. Faire mieux, c'est d'améliorer les techniques et de les faire adapter avec les fondamentaux de l'arbitrage. Nous devons donc garder à l'esprit qu'un recours à l'arbitrage électronique est possible en garantissant les droits des litigants. Nonobstant, un certain nombre de réformes internationales apparaissent souhaitables pour améliorer le rôle de l'arbitrage électronique dans la résolution des différends. L'amélioration de l'arbitrage électronique au sens formel procédural du terme devrait avoir un effet bénéfique sur la qualité de la justice arbitrale au sens matériel ou substantiel du terme. Certaines propositions nous paraissent essentielles pour améliorer les pratiques de l'arbitrage électronique. Bien évidemment, la nécessité du recours à une liberté créatrice est l'une de ces propositions. Mes chers consoeurs, mes chers confrères, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les écrire aux commentaires. Je vous remercie et à très bientôt.